Vous écoutez le balado Collatéraux. Aujourd'hui, on est avec Catherine Kotsuga, fondatrice de Baba Mode Consciente, une marque qui propose des petites collections de prêt-à-porter faites entièrement de textiles récupérés. On discute de l'origine de son entreprise et des valeurs qu'elle véhicule à travers ses vêtements et son processus de travail. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions et à nous partager vos idées via la section balado de notre site web collatéraux.com. Je vais aller droit au but. En fait, Baba, c'est le diminutif de Babushka, parce que l'inspiration derrière mon entreprise, c'est ma grand-mère qui est arrivée du Bélarus après la Seconde Guerre mondiale. Puis, non seulement c'est une couturière d'exception, puis que c'est comme ça qu'elle a gagné sa vie. Dans le fond, toute la philosophie du Reduce, Reuse, Recycle, elle nous l'a vraiment implanté. Pour mes grands-parents, la notion de déchets, c'était vraiment une anomalie dans notre société. Ils comprenaient pas pourquoi on réutiliserait pas jusqu'au maximum une chose, que ce soit au niveau alimentaire, le vêtement, un meuble, etc. Donc, j'ai vraiment grandi avec ces valeurs-là naturellement dans ma famille. Puis est-ce que, dans le fond, ça venait de leur culture ou c'était vraiment comme... Je pense qu'en fait, c'est au-delà de l'aspect culturel, c'était vraiment une question de statut social. Donc, eux autres, c'était des paysans là-bas, ils ont vécu la pauvreté, ils ont vécu la guerre, puis ils ont manqué de nourriture. Puis quand je pense que t'as manqué de choses de base, ben ça devient ta plus grande richesse. Donc, ils prenaient absolument rien pour acquis. Ma baba, elle négociait ses patates à l'épicerie, elle prenait les moins belles, puis elle s'organisait pour avoir un prix raisonnable pour ça, puis elle faisait la même chose avec les tissus. Dans le fond, elle vivait proche de Chabanel. Ici à Montréal. Textile District, là. Mm-hmm. Puis c'est ça, elle faisait beaucoup de trocs avec les commerçants. Souvent, c'était des gens d'origine variée qui avaient vécu des choses similaires à sa réalité. Donc, ça faisait vraiment une cohésion sociale de troc, d'échange, de si je te répare ça, est-ce que tu vas me donner ça? Puis c'était vraiment un mode de vie. Mm-hmm. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'a inspirée avec Baba à la base, c'est comme valeur. Mm-hmm. Puis elle, est-ce qu'elle faisait comme ses vêtements? Est-ce que... Ouais, en fait, c'est ça. Dès mon plus jeune âge, j'ai des photos que je jouais dans ses tissus. Je me faisais des outfits avec ses retailles, mais je dois dire que j'étais trop hyperactive pour me mettre à la machine à coudre à 5 ans. Donc, mes premiers outfits étaient brochés avec une brocheuse. Je sais pas si ça compte. Puis, c'est ça. Elle, par contre, était très humble dans son travail, puis elle travaillait jamais quand on était là. Elle me permettait de jouer dans ses choses, mais pour elle, c'était un peu la honte de faire ses vêtements, parce que pour elle, c'était un peu... révéler la pauvreté. Puis mon père, mon oncle, ma tante, elle faisait leurs vêtements quand ils étaient jeunes, mais elle achetait des fausses étiquettes de grandes marques, puis elle les cousait dans le vêtement, parce que pour elle, c'était pas une fierté de faire les vêtements de ses enfants, c'était comme un peu révéler au monde entier qu'il y avait pas les moyens de s'en acheter des vrais, là, de marque. Donc, ouais, fait que c'est... Autant que moi, en 2021, c'est ma fierté de faire mes vêtements, depuis longtemps, mais pour elle, c'était vraiment quelque chose que comme... C'est ça, là, c'est plus une question de survie que... Mais aujourd'hui, c'est une fierté puis c'est une richesse d'avoir le temps de confectionner ses vêtements, tandis qu'à l'époque, c'était une honte, dans le fond, de devoir prendre le temps de faire ça parce qu'il y avait tellement d'autres tâches à faire. Exactement. Puis c'est ça, là, les gens plus aisés, ils avaient juste à aller au magasin puis c'était fait, alors qu'aujourd'hui... C'est ça, le luxe un peu reviré de bord. Le luxe, c'est de prendre le temps de faire les choses, d'apprendre un nouveau skill, de profiter du savoir de nos grands-mères pour en profiter à notre tour puis le passer d'une génération à l'autre. Donc, c'est ça, ce qui était un peu sa honte. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment ma richesse. Ouais. Puis nous, on est la génération où on se réapproprie ça, parce que souvent, c'est pas nos mères, mais c'est plutôt nos grands-mères, nos tantes. Exactement. Qui ont ce savoir-là. Puis que ça a été perdu dans la génération de nos mères qui sont allées au travail, qui ont eu la chance, dans le fond, d'avoir des carrières puis d'avoir des enfants quand même. Exactement, c'est ça. Il y a vraiment... On dirait qu'on est en train de rééquilibrer là, par rapport à l'arrivée des femmes sur le marché du travail, qui est une magnifique chose, là, puis comme notre quête d'égalité. Mais je pense que il y a quand même un équilibre qui doit un peu se retrouver sur comment on fait les choses, comment on consomme. Puis j'ai l'impression que notre génération, c'est comme si on n'est pas...
à faire des choses de manière comme une bonne femme de maison, c'est pas associé à ça, justement. Exactement. C'est que si on coud, si on fait la cuisine, tout ça, c'est pas comme... Ça fait pas égale femme de foyer, ça fait juste comme une personne qui a envie, dans le fond, de pouvoir, dans le fond, faire les choses par elle-même. Exactement. C'est une autonomie, c'est une fierté au-delà d'une nécessité, tu sais. Ouais. Puis d'autant plus que aussi les hommes peuvent le faire aussi, puis que ça devient un hobby pour la femme et pour l'homme. Exactement. Comme une tâche devient un hobby. Exactement, ouais. Puis qu'est-ce qui a fait, dans le fond, que c'est devenu une entreprise et non pas juste comme un envie de toi faire tes propres vêtements pour le plaisir? Donc, ma journey, on va dire, dans la slow fashion, c'est vraiment parti en 2013 avec la chute du Rana Plaza au Bangladesh, qui a une immense couverture médiatique parce que tellement de gens du tiers-monde sont décédés. En majorité des femmes, certains étaient des enfants. Puis, c'est là que j'ai réalisé que moi, toutes les semaines, avec mes amis, aller au H&M, m'acheter une nouvelle camisole pour sortir, ben, dans le fond, c'est fait par ces gens-là, genre puis que ça n'a pas de bon sens de porter quelque chose juste une fois. Fait que c'est vraiment là que on va dire, la graine a été plantée pour pousser mes réflexions beaucoup plus loin. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, de toute façon, en ce moment, je suis une étudiante pauvre. Donc, ne pas acheter de vêtements toutes les semaines, ça va juste être super bénéfique et pour mon portefeuille, puis ça va être un défi personnel. Et plus personnellement, c'était aussi un acte de solidarité un peu pour ce qui venait de se produire, vu que ça me touchait vraiment là, d'une grande tristesse. En 2013, dans la matinée du 24 avril, partout sont retransmises les images de l'effondrement du Rana Plaza. Le bâtiment situé à Savar, la capitale du Bangladesh, abritait des ateliers de confection de diverses marques internationales de vêtements. Les dégâts sont spectaculaires. 2500 personnes y sont rescapées et 1335 y perdent la vie. On apprend par la suite que des consignes d'évacuation avaient été données la veille, après l'apparition de fissures, mais avaient été ignorées par les responsables des ateliers. Cette catastrophe est aujourd'hui un des symboles des problèmes liés à la fast fashion, elle-même due à la mondialisation. Et donc, j'ai rien acheté pendant 1 an. Puis, j'ai vu littéralement ma garde-robe faite de H&M puis de Forever 21 se dégrader. Au bout de cette année-là, je veux dire, la qualité des vêtements c'est dégueulasse, là. Je veux dire, j'étais plus capable de porter les mêmes choses puis de constater la qualité vraiment épouvantable. Ouais. Donc, après cette année-là de défis personnels, je me suis mise à aller beaucoup dans les friperies. Et de fil en aiguille, ben j'ai sorti la machine à coudre, là, comme on dit. Puis quand j'étais jeune, ma baba, elle a toujours dit à mes parents que j'allais être designer de mode parce que j'allais chez elle, je courais au sous-sol, puis je voulais juste être dans ses tissus, puis je faisais des parades de mode, je faisais des outfits. J'étais comme émerveillée vraiment par le tissu, les textures, les couleurs, les motifs. Tu sais, c'était vraiment, là... quand je repense à mon enfance, c'est une de mes plus grandes sources de bonheur, puis les souvenirs les plus... doux, on va dire, ça revient à ça. Donc, de vraiment me dire, OK, voilà le moment d'apprendre à coudre, de rendre ma baba fière, de vraiment faire vivre mon héritage. C'est maintenant que ça se passe. Puis vraiment, dans le plaisir total, j'ai appris à coudre. Ça, j'étais probablement rendue début vingtaine à ce moment-là. Puis je me suis mis à faire mes vêtements, puis c'était tellement gratifiant, puis c'était tellement créatif que ça m'a vraiment rempli d'une grande magie. J'ai pas d'autres mots. Puis là, c'est rapidement, on dirait les gens trouvent ça cool, fait que ils te demandent hey, me ferais-tu ça? Ou dans des circonstances plus plates, réparerais-tu mon bas de pantalon ou mon zipper de sacoche? Puis j'étais comme, non, tu sais, moi, c'est vraiment, je vois ça vraiment comme mon art. Je me vois pas vraiment comme un cordonnier, tu sais, fait que je gardais ça sur un niveau très personnel, ma garde-robe à moi. J'allais en friperie, je dénichais des nappes, des tissus. Des fois, c'était vraiment des jeans, par exemple, qui fitaient pas à ma taille, mais je faisais du upcycling, tu sais. Ouais.
Mais j'étais vraiment pas rendue à créer des vêtements pour autrui, tu sais. J'étais dans le vortex infernal de la restauration, donc c'était ça mon emploi à temps plein. Puis je me voyais pas trop faire autre chose ou de tout arrêter pour me lancer. Mais là, en 2020, lorsque je vivais à Perth, en Australie, la pandémie mondiale a frappé. Puis, on a eu la chance, on a juste eu un lockdown dans cette région-là du monde qui a duré 5 semaines. Mais pour la première fois de ma vie, je travaillais pas. J'avais 5 semaines là, devant moi, puis même que quand ça a commencé, je savais pas combien de temps ça allait durer. Donc, je me suis mis à coudre, parce que moi, c'est ce que j'aime le plus faire au monde. Puis comme j'étais à l'autre bout du monde, je me suis mis à plus mettre des photos sur Instagram, sur Facebook, de ce que je créais pour moi. Un peu une façon de connecter avec mon entourage, puis ma communauté virtuelle. Puis c'est là que je recevais vraiment des beaux messages. Puis là, ça commençait, là, quand est-ce que tu te lances en affaires? Quand tu reviens ici? Est-ce que tu me fais un tracksuit comme celui que tu viens de te faire? Puis au début, avec mon syndrome de l'imposteur quand même important, au lieu de prendre ça comme des compliments, je me sentais sous pression, là, limite, je me sentais exposée, je me sentais menacée. Mais c'était vraiment un gros travail sur moi de ramener ça à... Tu sais, au final, est-ce que c'est toi qui as juste peur de ton potentiel? Parce que clairement, les gens font pas juste te dire ça pour te faire plaisir, puis ça fait des années que ça dure, puis tu mets pas trop de photos de ce que tu fais, parce que oui, t'es fière, mais en même temps, tu peux pas vraiment gérer l'engouement un peu que ça crée. Là, aussi petit soit-il au début, quand même, 5 personnes qui te demandent de faire des vêtements, c'est quand même pas rien, tu sais. Puis finalement, c'est là que Baba est né, je dirais, en 2020, durant ces 5 semaines-là. Je me suis dit là, pourquoi pas? Puis, je dis en exclusivité que durant ces 5 semaines-là où j'en parlais à ma famille, puis évidemment que j'ai vraiment un beau support autour de moi, il m'encourageait. Mon oncle m'a dit qu'en faisant le ménage de son sous-sol, chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, il a trouvé environ 8 boîtes de tissus originaux qui appartenaient à ma Baba. Donc, quand elle est décédée, tous ces tissus, moi, je croyais qu'ils avaient été donnés ou vendus, puis ça me brisait le cœur d'y penser, tellement il y avait des belles choses, vintage, uniques. Mais là, de savoir que 8 de ces boîtes-là, avec son contenu, existent encore, ça m'a vraiment donné des ailes. Puis j'ai même vu ça comme un signe que c'était vraiment l'avenue que je devais prendre. Donc, à la base, mon concept était peut-être pas si clair que ça pour moi, mais je savais que je voulais vraiment prendre une avenue de surcyclage. Que ce soit d'aller en friperie puis de faire des choses complètement uniques dans diverses tailles ou de vraiment faire des collections à partir de nappes, de rideaux, de tissus. Je savais que ça, là, c'était vraiment important pour moi puis que j'allais pas aller chez Fabricville acheter du neuf parce que ça me rejoignait moins. Je voulais pas compromettre mes valeurs environnementales dans mon concept, mais en même temps, je voulais pas tomber dans ce qui est culpabilisant ou moralisateur. Je voulais vraiment trouver un terrain où j'allais vraiment être bien dans ma création de vêtements. Puis que même malgré les valeurs, l'aspect créatif, justement, soit vraiment mis de l'avant. Ouais, pour moi, j'ai fait une liste dans ces 5 semaines de lockdown-là en 2020 de choses que je pouvais pas compromettre. Puis je sais que je suis quelqu'un de très travaillante, puis ça me dérange pas de dormir moins, puis de mettre 60 heures, puis prendre un risque financier. Ça, étrangement, moi, c'est pas ça qui me dérangeait, mais j'étais comme, je ne peux pas m'imposer des choses qui me font sentir que je pervertis mes valeurs, puis je veux pas perdre le plaisir, parce que si je pour travailler 60 heures semaine pour que mon rêve se réalise, faut que le plaisir soit là, faut que ça soit mis de l'avant. Puis, ça s'est fait naturellement, mais en fait, mon processus créatif part vraiment des tissus que je trouve. Donc, oui, je dessine par-ci, par-là, j'écoute des émissions de télé, souvent, j'écoute même pas ce qui se passe dans l'émission, mais je regarde ce que les gens portent, puis je prends des screenshots, puis je me montre des dossiers de un jour, si je trouve un tissu qui ressemble à ça, c'est une belle inspiration. Donc oui, mon inspiration vient de plein d'endroits. Même souvent, je regarde les gens dans la rue. J'adore faire du people watching parce que je regarde ce que les gens portent. Fait que tout ça m'inspire, mais l'inspiration première part vraiment de « Oh, j'ai trouvé
tant de mètres de satin de telle couleur sur Marketplace, qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc, c'est ça, le design n'est pas fait tant que j'ai pas le tissu devant moi. Puis souvent, quand que je crée un modèle, par exemple une chemise, puis je tripe sur le tissu puis les motifs, ben si j'avais juste assez de tissu pour en faire 3, j'essaie de trouver des tissus qui vont rejoindre un peu le style que je convoite pour mes micro-collections. Ouais. Puis c'est vraiment comme ça un petit peu que le hamster il part dans ma tête. Oui, parce que j'imagine produire juste un nouveau patron pour 3 chemises, ça serait vraiment comme pas... c'est pas, ça se peut pas, mais non, c'est ça, c'est pas productif. Puis c'est certain que là, j'apprends... ça fait pas longtemps que Baba Mode Consciente existe, donc ça a commencé en mai 2021. Officiellement, ma première collection est sortie, même s'il y a eu presque 1 an de travail derrière tout ça avant de me lancer. Donc, c'est ça, j'apprends que trouver 20 mètres sur Marketplace, un fond de rouleau de quelqu'un, ça, c'est le fun, parce que souvent, je peux faire justement entre 15 et 20 morceaux. Fait que d'un point de vue, c'est bien d'avoir du plaisir, c'est important, mais il y a des choses qui sont beaucoup moins rentables en termes de temps et financièrement aussi. Exactement. Puis c'est aussi intéressant que la clientèle s'habitue à ça, justement, que c'est en nombre limité. C'est comme il y a un aspect très unique, justement, à la mode sur Slash. Oui, puis ça, c'est la puissance, je dirais, de mon message, parce que le fast fashion ou la société dans laquelle on vit en général nous donne l'impression que c'est illimité, qu'il y a des ressources à ne plus finir, qu'il en manquera jamais. Mais je pense que de juste voir comment les gens ont réagi en temps de pandémie, quand il n'y a plus de farine sur les tablettes, qu'il n'y a plus de papier de toilette, les gens ils ont eu un peu un reality check de comme OK, genre, c'est pas on claque nos doigts et il y a abondance, là. Il y a du travail en arrière de ça, il y a un humain en arrière de ça, c'est ça, c'est vraiment, vraiment pas de la magie. Puis c'est vraiment ça que je veux mettre de l'avant avec Baba. Puis je le vois dans mes interactions avec des gens, puis c'est vraiment avec beaucoup d'amour que j'accueille ça, mais mettons, souvent ce que je fais pour ceux qui ne me suivent pas, c'est que Baba va sortir sa collection d'automne, mais ça va être au compte-gouttes sur 2 mois. Donc à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, je sors un item différent. Puis souvent, c'est entre 15 et 20 morceaux. Puis il y a des gens qui sont comme juste 15 ou juste 20. Puis je suis comme, si t'étais une petite abeille qui voyait le temps que ça prend de créer un vêtement du patron au produit fini, avec la matière limitée que j'ai, tu verrais que c'est même beaucoup. Quasiment. Un modèle qui est fait, ton entreprise, c'est un modèle qui est fait pour une personne qui fait la couture et aussi tous les autres chapeaux que comprend la compagnie. Exactement, je porte tous les chapeaux de CEO à concierge, là. Tu sais, les gens, ils me voient pas passer le balai le soir, mais c'est moi qui le fais, là, tu sais. Avec Baba, dans ma fameuse liste que je me suis fait au début, j'étais là, je veux que ça reste accessible. Le fait que j'achète surtout sur Marketplace ou en friperie, oui, c'est du temps, mais c'est tellement le fun pour moi, l'approvisionnement de tissus, puis c'est un peu comme gagner la loterie quand tu mets la main sur de la soie ou, tu sais, des choses que les gens n'ont pas vraiment conscience de la valeur de ce qu'ils jettent. Mais souvent, je paye mes choses très peu cher comparé à une designer qui va justement faire importer des tissus ou qui va aller chez un fournisseur, que le fournisseur lui-même a tellement de coûts associés à son entreprise que moi, en utilisant ce qui est déjà en circulation dans le système, mon coût de base est assez bas pour que je puisse, sans dévaloriser mon travail, vendre à un prix que je me dis quelqu'un, on va dire, dans la classe moyenne, peut facilement se procurer. Tu sais, c'est souvent un morceau à 90$, c'est cher, mais tu sais, on vit dans une société où est-ce que les gens vont au Starbucks tous les matins à 6$ le drink, tu sais, c'est un coût non négligeable à la fin du mois. Fait que je me dis, acheter 2 vêtements dans l'année à 90$ que tu vas aimer, que tu vas reporter, que tu vas être fier de le dire, qui sont durables, qui sont faits ici, avec qui tu peux avoir de la proximité avec la personne qui a fait ton vêtement. Parce que moi, ce que j'adore le plus, c'est quand les gens m'écrivent, là, j'aime ça. Le fait que je sois petite, j'adore pouvoir avoir cette proximité-là avec le client, avec les gens. Puis j'adore échanger sur la mode durable parce que j'en apprends tous les jours, puis il y en a toujours
plus à apprendre sur le milieu. Ouais. J'ai un cours en design permaculture avec l'Université d'Oregon. Puis pour moi, le slow living, ça touche tous les aspects de ma vie, que ce soit de se vêtir ou de se nourrir. Vivre en proximité avec la nature, c'est vraiment un écosystème que je me suis créé pour ma vie en général. Donc, ce que je vis avec Baba, puis la philosophie que j'ai pour mes vêtements, que je crée, je l'ai aussi pour la façon dont je me nourris, la façon dont je vis, puis tout ça dans une démarche non culpabilisante. Parce que on dit souvent, vaut mieux que tout le monde soit imparfait dans leur tentative de faire mieux que d'avoir juste quelques personnes parfaites. Exactement. Les gens ont le goût de faire mieux. Ouais. Genre, je reconnais vraiment, là, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent c'est super gentil, là, ils me remercient pour un peu ce que je fais avec Baba, ils trouvent ça super cool, puis ils s'excusent de pas encore avoir acheté de vêtements parce que pour la prochaine année, eux, ils achètent rien de neuf, puis moi, j'ai juste le goût de faire un gros high five parce que je me dis, c'est ça, Baba, là, c'est si t'as le goût de t'acheter un vêtement que tu vas porter longtemps, que tu vas aimer, que tu sais que presque personne ou parfois même personne a le même que toi, tu te gâtes, il y a tellement d'intention dans le vêtement, puis dans ton achat, puis dans tout cet échange d'énergie-là, c'est cool. Mais si tu suis Baba, puis ça te motive à être hyper minimaliste, puis être comme, si jamais je veux un vêtement neuf, je vais sûrement regarder à acheter chez Baba ou un autre petit entrepreneur qui a des valeurs similaires. C'est cool, mais moi, je t'applaudis si ce que t'as déjà, ça te satisfait, puis que t'as pas besoin d'acheter plus, tu sais. Parce que moi, je pourrais avoir une de mes amies qui, à chaque fois que je sors quelque chose, elle l'achète, puis au final, ben merci, mais en même temps, est-ce que t'exagères, tu sais? Est-ce que t'en as vraiment besoin? Dans le fond, avec Baba, une des choses que je souhaite le plus amener sur la scène de la mode locale, c'est la relation qu'on a avec nos vêtements. Pas juste de se dire, dans le fond, ça va finir dans un site d'enfouissement à quelque part, ou pas juste avoir la grosse réflexion écologique plus classique. Elle est importante, cette réflexion-là. Mais au-delà de ça, puis encore une fois, avec ma ligne directrice basée sur la puissance de la joie, c'est que quand tu regardes ta garde-robe, tu te dis, ça, c'est mes vêtements, je les ai choisis, ils font bien à ma silhouette, je me sens bien quand je porte ça. Un peu comme quand tu fais ton café le matin, c'est un rituel, mais c'est un peu de ritualiser ta relation avec ton vêtement, puis de dire, quand je mets ces pantalons-là, beau temps, mauvais temps, que je sois de bonne humeur ou non, je sais qu'ils me font bien, je suis bien dedans. Puis la fast fashion, ce que ça apporte, c'est que souvent, on a une éternelle insatisfaction. On s'écœure vite. Ça nous tente plus de porter ça. On réalise que c'est cheap. On l'a lavé une fois, ça se défait. Mais quand t'as une garde-robe vraiment sur mesure pour toi, un petit peu de friperie, ça c'était à ma grand-mère, je l'ai gardé. J'ai encouragé 3-4 designers locaux cette année, puis ça complète ma garde-robe. Puis en plus, c'est mon style. Puis c'est mes couleurs. Puis c'est des choses qui mettent vraiment en valeur ma silhouette. Exactement. Quand c'est juste des coups de cœur, puis un coup de cœur, ça peut être un col roulé noir, là. C'est pas obligé d'être justement des paillettes ou du satin, mais c'est vraiment là de te solidifier un peu dans ton identité, puis dans ce qui t'entoure. Ton environnement a un impact vraiment gros sur ton énergie, puis sur comment tu te sens, puis même sur ton estime de soi. Fait que quand tu détermines c'est quoi ta palette de couleurs ou c'est quoi ton style, puis que tu le fais entièrement pour toi, puis que tu te dépêches pas un peu à aller magasiner parce qu'il me faut ci, il me faut ça, mais que le jour que tu marches dans une friperie, tu vois un beau tricot de laine vintage, puis t'es comme, ça fait longtemps que j'en veux un, this is the one, genre, wow. Ben, ça crée juste vraiment une belle... un beau mode de vie en général, tu sais. C'est pas juste le gym puis ce que tu manges qui peut être bon pour toi. Ça peut aussi être ce que tu portes puis comment tu le portes. Tu sais, je pense que c'est Ralph Lauren qui a dit ça. Je l'avais déjà mis sur mon Instagram, mais... la mode, c'est passager, mais ton style est éternel. Trouve ta niche. Trouve qu'est-ce qui est toi.
Ça peut être du all black, all day, every day, avec un bijou ou un rouge à lèvres. Peut-être que ça, c'est toi, puis que tu te sens bien comme ça, puis c'est super. Mais une de mes amies qui m'inspire énormément, là, je pense qu'elle se reconnaîtrait, on riait d'elle au secondaire parce qu'elle était toujours habillée en orange brûlé puis en kaki, puis c'était toujours ça. Mais elle s'habille encore comme ça aujourd'hui parce que ça a toujours été ce qui complimente son teint de peau, ses yeux. Ça lui fait bien, puis elle s'est jamais tannée. Puis elle porte encore des choses d'il y a 10 ans. Puis elle est pas dans le milieu de la mode, là. Elle a juste compris de bonne heure que voici ce qui m'avantage, voici ce que j'aime. Voici ce qui est peut-être pas in trend en ce moment. J'ai peut-être l'air d'une grand-mère, mais moi, je suis bien. Mais c'est moi. Puis aujourd'hui, elle fait partie des cools. Mm-hmm. Tu sais? Qui s'assume, en fait. Elle s'assume, c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment de trouver son style parce que tout le monde en a un. Puis ton style, c'est fort probablement pas ce qu'il y a sur les mannequins en vitrine du Urban Outfitters. Mm-hmm. Chez Baba, une des valeurs centrales que je crois qui se reflète, c'est mon besoin de cohésion sociale, ma soif de faire vivre une communauté, mais juste de tisser des liens dans la communauté, c'est hyper important chez Baba. Puis ça, dans le fond, ça passe par d'autres gens qui décident de se lancer. D'autres gens qui se disent « Ah! Catherine, elle l'a fait avec Baba, ben moi, je suis vraiment bonne à ça. » Ou moi aussi, j'adore coudre, j'ai le goût de mettre mes saveurs sur la scène de la mode locale. Puis je suis un peu anti-compétition. Je suis vraiment pas compétitive parce que je trouve que c'est ça un peu le problème. Ouais. C'est ça qui nous a amené où on en est. On s'entretuer là, pour faire un plus gros chiffre d'affaires que le voisin. C'est ça qui est le problème depuis vraiment longtemps. Donc, moi, si une de mes amies qui fait de la mode aussi, ou qui a toujours voulu en faire, je dis go. Parce que ta saveur, c'est ta saveur, puis on a besoin de plus d'options. Les gens veulent des alternatives. Les gens vont acheter chez vous s'ils voient que, oh, OK, ça respecte quand même mon budget. C'est peut-être plus cher que ce que j'aurais acheté normalement. Je vais attendre, mais je le sais que quand je vais avoir un coup de cœur, je vais l'acheter, je vais le garder longtemps. C'est un investissement, en fait. Puis, donc, mon fantasme, c'est vraiment que les gens poussent leur plein potentiel parce que, tu sais, pouvoir au peuple, là, ça fait cliché, ça fait communiste au bout, là, mais tu sais, c'est quand même ça. Je pense que tout le monde a un potentiel inexploité ou qui ont peur d'exploiter. Puis juste déjà, en partant Baba, si je peux inspirer une personne à le faire, je sens que ma job est faite parce que cette personne-là va inspirer une autre personne. Puis ça va faire une grosse chaîne. Ouais, une industrie complémentaire. Exact. Fait que mon fantasme, c'est carrément ça, qu'on crée une chaîne, qu'on s'inspire. Puis si un moment donné, Baba est comme plus dans cette chaîne-là, c'est parce que la chaîne va se continuer avec d'autres entrepreneurs qui vont faire d'autres choses. Puis je réalise, moi, je pensais que j'allais juste faire des vêtements, mais je réalise que là, j'ai des gens qui font de la musique qui me parlent. Oh! On pourrait peut-être faire de quoi? J'ai des gens, justement, qui font de la coiffure, qui font du yoga. Puis je réalise que c'est ça, au final, une communauté. C'est plein de gens différents qui se retrouvent puis qui ont à cœur le vivre ensemble. Puis on parle plus de clients que le client, il y a un point d'interrogation sur le visage. On parle d'une communauté, justement. Exactement. Où, justement, on connaît notre clientèle, puis la clientèle, elle vient vers nous parce que ça ressemble à ce qu'eux sont, à leur style de vie, à ce qu'eux aiment porter dans la vie. Exactement. Et non pas comme une collection uniforme pour toute la planète. Exactement. Fait que c'est vraiment ça que je sens qui se crée de plus en plus avec Baba. Puis ça me ramène à ma Barbouchka qui est à la base de l'inspiration de mon entreprise, dans le nom et aussi dans... Je sens vraiment qu'elle vit au travers de moi. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un peu un cycle de vie qui... C'est une roue qui tourne, hein, la vie, les écosystèmes, tout. Puis je sens vraiment que c'est ce que j'ai créé avec Baba. Puis aussi petit soit-il, moi, ça me remplit. Puis je pense qu'au final, c'est pas nécessairement ton chiffre d'affaires qui est important. Oui, soyons réalistes, on a une épicerie à payer et tout. Mais je pense que le positif attire le positif. Puis je crois vraiment au pouvoir de la manifestation. Puis c'est ça, faut avoir du guts.
Je vous remercie d'avoir encore une fois été des nôtres et je vous invite à partager notre balado et à devenir membre Patreon pour nous aider à aller à la rencontre du savoir-faire. Vous pouvez admirer et vous procurer les créations de Catherine en ligne sur babamodeconsciente.com. C'était Noémie Vido-Maillette de Collatéraux et on se dit à bientôt dans un prochain épisode.